Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés aujourd'hui, Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI, Sabine Sessou, journaliste indépendante, et Vincent Hugeux de l'Express. Au sommaire, la tournée européenne du président gambien après Paris, où il a été reçu par François Hollande. Adama Barrow s'est rendu à Bruxelles. L'Union européenne financera à hauteur de 225 millions d'euros les réformes indispensables à la reconstruction de la Gambie. Les violences xénophobes en Afrique du Sud, à l'ordre du jour de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, afin de protéger ses ressortissants, particulièrement visés par la dernière vague de violence, le Nigeria propose la création d'un comité de suivi. Ahmad Ahmad, à la tête du football africain, le président de la fédération malgache, succède à Issa Hayatou, qui aura géré l'institution pendant près de 3 décennies. Au lendemain de sa prise de fonction, le nouveau président gambien avait réservé sa première visite en terre africaine au Sénégal. Pour son premier voyage à l'étranger, Adama Barrow a choisi Paris et Bruxelles. Au centre des entretiens, l'aide financière attendue par Banjul pour relever les nombreux défis. Je vous propose d'écouter Adama Barrow, interviewé par Linda Giguère de TV5 Monde. Oui, les caisses sont vides, oui, en Gambie. Notre situation économique est désastreuse, totalement. Nous avons besoin de l'aide de l'Union européenne et nous avons beaucoup d'espoir. Nous espérons que l'UE va aider la Gambie à aller de l'avant. Les fonds permettront de stabiliser notre économie. Nous avons beaucoup de réformes qui vont être entreprises. Il y a eu 22 années sous le régime de Yahya Jammeh. C'était une très longue période. Nos institutions doivent être réformées. Il va y avoir beaucoup de réformes, en particulier dans la sécurité. C'est une chose très importante pour l'économie en elle-même. La Gambie a une situation économique difficile. Il faut améliorer la situation dans ce domaine. C'est fondamental. Il y a également des réformes pour les hôpitaux. C'est un problème. Il faut réformer les écoles. Les écoles vont avoir besoin de beaucoup de financement. Jean-Baptiste Placa, c'est un vaste chantier que devra conduire Adama Barrow pour effacer les 22 années de Yahya Jammeh. Bien sûr, c'est toujours un champ de ruines, l'après-dictature, où que ce soit. Maintenant, il faut espérer que, surtout lui, il saura tenir les engagements de rigueur qu'il a pris. Et pour le reste, il valait mieux laisser Yahya Jammeh s'en aller, y compris avec tout ce qui restait dans la caisse, que de le garder encore au pouvoir pendant toutes ces années. Vaste chantier, oui, un vaste chantier, mais il faut un jour commencer à reconstruire et c'est ce qu'il va devoir faire, avec le soutien évidemment de l'Occident, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de ressources en Afrique pour les Africains. Et voilà. Sur le plan de la gouvernance et des droits de l'homme, surtout, Vincent Hugeux, tout est à refaire. Le fardeau est pesant. Il hérite notamment d'un pays qui a perdu grosso modo 30% de son produit intérieur brut sous l'ère Jammeh. C'est aussi un pays, ne l'oublions pas, qui, en dépit de sa modeste population, 2 millions d'âmes environ, a expédié des bataillons en rang serré parmi les migrants candidats à l'Eldorado illusoire de l'Europe. Et puis par ailleurs, ne l'oublions pas aussi, il y fait allusion d'ailleurs dans l'entretien, l'obsession sécuritaire. N'oublions pas qu'il va devoir aussi réformer, avec l'aide du grand tuteur sénégalais, un appareil sécuritaire, avec par exemple l'Agence nationale de renseignement, la fameuse et sinistre NIA, qui était devenue un outil de la répression d'État. Donc il a vraiment toute une série de chantiers. Vous savez, il est un peu dans la posture d'un Obama au soir de sa première élection. Au regard de l'immensité et de l'intensité des attentes, il ne peut d'une certaine manière que décevoir. Et un point me semble essentiel, c'est qu'il est tiraillé entre deux tentations. La tentation d'asseoir un pouvoir authentiquement gambien et le risque d'une certaine manière de faire en sorte que son pays passe
pour une sorte de protectorat sénégalais et qu'on rejoue la scène sous évidemment d'autres circonstances. On se souvient de la fameuse confédération de Sénégambie entre 1982 et 89, qui avait tourné court pour d'excellentes raisons. Mais je veux dire, voilà, il doit à la fois marquer son autonomie et consolider un pouvoir qui est fragile, et je termine sur ce point, qui est d'autant plus fragile qu'il a devant lui une échéance législative cruciale dès le début du mois d'avril, et que, évidemment, comme le seul ciment des 6 ou 7 partis qui se sont coalisés, c'était l'exécration justifiée de Yahya Jammeh, on la voit déjà qui se déchire et qui se fragmente. Donc, encore un chantier de plus pour lui. Sabine Sessou. Moi, je pense qu'il donne l'image d'un président rassurant, peut-être un peu mou, mais normal, qui va normaliser toute cette situation gambienne qui était devenue complètement kafkaïenne, en fait, sous Yahya Jammeh, qui était un président fantasque. On connaît les lubies de Yahya Jammeh, on ne va pas en reparler. Mais je pense que le mot de reconstruction n'est peut-être pas le bon pour la Gambie parce qu'il n'a pas été ravagé par la guerre, ce pays. Les infrastructures sont toujours là. Je pense que c'est plutôt une reconstruction politique et mentale dans laquelle les Gambiens vont retrouver leur liberté. C'est tout. Après, que la Gambie soit un petit pays... un tout petit pays encastré dans le Sénégal, c'est une donne géopolitique de base et il va falloir faire avec et c'est comme ça et voilà. Alors justement, parmi les chantiers urgents, il y a celui de la pacification de la Casamance, un enjeu à la fois pour la Gambie et le Sénégal. Je vous propose d'écouter Adama Barrow. Le Sénégal fait partie de la CEDEAO. Le Sénégal, c'est un voisin. Si le Sénégal est un pays en paix, eh bien, cela nous aidera. Nous devons coopérer avec le Sénégal pour résoudre le problème en Casamance. Si le problème est résolu, il y aura la paix au Sénégal et en Gambie. Nous participons déjà aux négociations. En effet, nous sommes une partie prenante. S'il y a un problème au Sénégal, eh bien, il y aura un problème en Gambie. C'est pour cela que nous sommes une partie prenante. Il y a 50 000 personnes qui ont rejoint le Sénégal. Mais au Sénégal, vous savez, quand il y a des problèmes, ça a des répercussions en Gambie. Et donc, il faut que nous soyons des partenaires afin de résoudre les problèmes dans la région. Jean-Baptiste Placas, si pour Macky Sall, la fin de la crise casamançaise est une belle carte politique, on ne peut pas en dire autant pour les partisans de Yahya Jammeh qui tiraient profit de cette crise. Oui, bon, il tirait profit. Plutôt, il utilisait cette situation pour faire du chantage et c'était, disons, c'est un peu comme Poutine par rapport aux relations internationales à faire usage à contretemps du droit de vote ou du veto auquel il a droit. Je pense que la situation en Casamance va s'améliorer si les dirigeants sénégalais comprennent que cette partie de leur territoire est une partie à rassembler et à pacifier, mais dans le sens de tendre la main plutôt que d'espérer que en réduisant militairement la Casamance, ils vont tout simplement régler le problème. Je pense qu'il faut faire la paix avec leurs concitoyens casamançais. Avec un enjeu aussi, je dirais précisément logistique, c'est-à-dire qu'enfin, on va peut-être avoir ce fameux pont qui doit enjamber le fleuve Gambie sur l'axe Kaolack-Ziguinchor. On dit maintenant que les travaux seraient accélérés, mais au-delà de ça, souvenons-nous qu'effectivement, Yahya Jammeh faisait de l'enjeu casamançais un instrument de chantage vis-à-vis de Dakar, en soutenant notamment l'une des multiples factions du MFDC. Donc, dans un autre entretien, celui accordé voilà quelques jours à RFI, le même Adama Barrow dit qu'il n'y aura aucun soutien à aucune rébellion. Donc ce serait de fait déjà une rupture par rapport à la pratique. Mais il est clair qu'il ne peut pas refuser ça au Sénégal. Donc par ailleurs, il demande le soutien aussi longtemps que nécessaire, je le cite là encore. Sabine Sessou, vous partagez cette analyse? Oui, complètement. Ça fait partie de la normalisation de tout ce qui va suivre dans les relations sénégalo-gambiennes et dans la sous-région. Il faut espérer que la Gambie règle
le problème du trafic de drogue, qui est l'un des moteurs du conflit en Casamance. Toute l'herbe qui est cultivée en Casamance passe par la Gambie, enfin tout le monde le sait. Nouveau cycle de violence en Afrique du Sud, visant essentiellement les migrants venus d'Afrique subsaharienne et en particulier la communauté nigériane. Des tensions qui posent la question de l'intégration de ces Africains qui contribuent tout de même à l'économie du pays. Je vous propose d'écouter Rochane Dadou, directrice du consortium pour les réfugiés et les migrants, ainsi que Collins Essinje, responsable de l'Union politique nigériane en Afrique du Sud. L'un des principaux problèmes, c'est la réticence des responsables politiques, des chefs traditionnels et religieux, à reconnaître qu'il existe de la xénophobie et que les étrangers sont visés lors des pillages de boutiques et des agressions. Ces personnes s'attaquent aux étrangers à cause d'un manque de services, d'opportunités, et ça convient parfaitement aux dirigeants, parce que ces problèmes ont des racines politiques et économiques. Les gens ont la sensation qu'ils ne reçoivent pas assez. Il n'y a pas suffisamment de travail, il y a des problèmes de logement, d'approvisionnement, de services publics, des choses qui relèvent du gouvernement habituellement. Mais les gens s'en prennent à ceux qui sont le plus vulnérables dans la communauté, c'est-à-dire les étrangers. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Beaucoup de Nigérians contribuent positivement aux différents secteurs de l'économie sud-africaine. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la santé, des médecins, il y a des professeurs, des enseignants, des gens pleins de capacités, et je dois vous dire que la criminalité n'a pas de nationalité. En d'autres termes, vous pouvez trouver des criminels partout, en Afrique du Sud, comme au Nigeria. Jean-Baptiste Plaka, ce ne sont pas les premières violences du genre que connaît l'Afrique du Sud. On se souvient de celles de 2008 et de 2015, mais jamais les autorités n'ont retenu la cause xénophobe. Oui, même Thabo Mbeki, qui était en congé de la politique, entre guillemets, a repris la parole pour estimer que ce n'était pas un problème de xénophobie, mais plutôt de banditisme. Je pense qu'il y a une chose à souligner. Les Nigérians sont tout particulièrement visés, d'autres nationalités africaines aussi, mais il faut savoir que les Asiatiques aussi sont visés et beaucoup d'autres, en fait, les étrangers sont visés parce que les Sud-Africains ne voient pas le bénéfice de la fin de l'apartheid et ils ont le sentiment que c'est d'autres, et comme ça arrive souvent, ce sont les étrangers qui viennent les empêcher de profiter de cela. Mais on jetterait tous les étrangers dehors qui auraient toujours la misère dans ce pays. Et Sabine Sessou. L'attitude de déni des autorités sud-africaines est répétitive et presque roborative. C'est fatigant à la longue de voir les autorités sud-africaines traiter chaque problème qui se pose au pays, du sida au Zimbabwe en passant par la xénophobie, par des attitudes de déni en disant c'est comme s'il suffisait de dire nous ne sommes pas xénophobes donc il n'y a pas de problème, circuler, il n'y a rien à voir. Or, il y a quelque chose à voir. C'est complètement insupportable pour toute l'Afrique de voir ces images de violence noire contre noir, black on black violence, comme on disait sous l'apartheid. Ça rappelle de très mauvais souvenirs aussi aux Sud-Africains. On ne peut pas non plus dire que tous les Sud-Africains noirs sont xénophobes parce que c'est faux. Il y a des Sud-Africains noirs qui reconnaissent l'importance de l'apport des communautés étrangères dans leur société, notamment dans la création d'entreprises et d'emplois, du Cap à Pretoria en passant par Nelspruit, partout. Et il ne faut pas être dans les schémas binaires et unidimensionnels dans le cas de l'Afrique du Sud. C'est assez compliqué, en fait. Et pour terminer, je peux dire que s'il y a un ressentiment particulier à l'encontre des Nigérians, c'est aussi quand même parce qu'il y a des foyers de criminalité installés Absolument. À Johannesburg, dans les quartiers de Hillbrow, qui sont très bien connus et qui ne sont pas traités par les autorités. Donc, quelque part, il y a un effet boomerang pour l'ANC. Si
si on ne traite pas les problèmes, évidemment, ils rejaillissent quelque part. Donc dire que les Africains ne sont pas xénophobes d'un côté, ou entendre dire des Nigérians qui disent les Nigérians ne sont pas des bandits, les deux statements, les deux affirmations sont fausses. Il y a des foyers de criminalité nigériane en Afrique du Sud, il y a des criminels sud-africains, il y a des criminels zimbabwéens, mais il y a aussi des tas de gens honnêtes qui veulent gagner leur vie tout simplement. Et il y a des criminels sud-africains, beaucoup. Bien sûr. Voilà. Puisque le taux de criminalité est un des plus élevés du continent en Afrique du Sud. Vincent Hugeux, que peut faire le Nigeria qui aujourd'hui demande un comité de suivi pour éviter que ça ne se répète? Bref retour en arrière. Il fut un temps pas si lointain où les autorités du Nigeria ponctionnaient une partie certes modeste mais significative du traitement des fonctionnaires pour financer l'ANC. Et on en est au stade aujourd'hui où vous avez donc le phénomène qui vient d'être dépeint et en représailles en quelque sorte des associations étudiantes nigérianes qui défilent, qui s'efforcent de prendre d'assaut le siège de MTN par exemple, la grande société de téléphonie mobile sud-africaine à Abuja, et qui menacent de lancer un ultimatum aux résidents sud-africains du Nigeria de quitter le territoire dans les 48 heures sous peine d'eux. Donc voilà, il y a à quel point l'empoisonnement, la toxicité de ce dossier s'est aggravée. Alors on peut faire effectivement un comité de suivi, etc., mais c'est pas ça qui va résoudre le fond du problème. Il y a un phénomène qui aggrave le tout. Et on le sait dans tous les dossiers dont on traite ici et ailleurs, les fameuses fake news, la manipulation, l'instrumentalisation des réseaux sociaux, par exemple. Vous avez un certain Mario Kumalo qui a créé un parti qui s'appelle South Africa First. Donc l'Afrique du Sud d'abord, on a entendu ça ailleurs. Il affirme dans ses interviews qu'il y a aujourd'hui 13 millions d'étrangers en Afrique du Sud. Les estimations les plus généreuses situent leur nombre à 3 millions. Et plus encore que ça. Plus encore que ça. Vous avez moins d'étrangers en Afrique du Sud aujourd'hui qu'il y a quelques années. Le taux était de 4,2% en 2010-2011. Il est estimé à 2,8 à 3% aujourd'hui. Mais cette rhétorique-là, les tracts qui sont distribués, qui expliquent par exemple de manière mécanique que les jeunes femmes sont droguées, puis enlevées, puis livrées à la prostitution pour des raisons évidemment financières, etc. Tout ça contribue aussi à l'empoisonnement de l'atmosphère. En fait, Sabine Sessou. Quand on discute vraiment avec les gens qui savent ce qui se passe en Afrique du Sud sur le terrain, on se rend compte que les communautés étrangères sont ridiculement petites. Les Congolais estiment leur propre présence à 30 000 personnes. Attention, on parle de 30 000 Congolais qui se connaissent entre eux, qui sont dans des associations. 30 000 Congolais, à peu près autant de Nigérians, donc il n'y a pas 3 millions de Nigérians. Il y a un problème sérieux de déni, là encore, des autorités sud-africaines, puisque le dernier recensement fait en 2011 ne compte pas les étrangers, comme par hasard. C'est tellement pratique d'avoir des boucs émissaires et de dire c'est la faute aux Zimbabwéens, c'est la faute aux Mozambicains, aux Nigérians. Mais la réalité de la présence africaine en Afrique du Sud, elle est terriblement ridicule par rapport à d'autres situations, à d'autres pays, en fait. Moins de Nigérians que de Britanniques en Afrique du Sud. Oui. Le Nigeria a soumis cette question des violences xénophobes au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Que peut faire le nouveau président de la Commission de l'Union africaine? Alors d'abord, on observe que pendant tout son mandat, Dlamini Zuma n'a même pas été capable de dire qu'il se passait des choses anormales dans son pays par rapport aux étrangers. Et ça, c'est un scandale, un parfait scandale. Bon. Deuxième chose, le fait que les Africains, à un moment de l'histoire, soient venus en aide, soutien moral, financier et autres à l'Afrique du Sud, aux Sud-Africains noirs pour se libérer de l'apartheid, ne peut pas être une opération, j'allais dire, commerciale dont ils attendraient un retour sur investissement par, disons, parlons pas d'invasion, mais par une immigration vers l'Afrique du Sud. Il faut savoir que Thabo Mbeki, président, chantre de la Renaissance africaine, a été celui qui a sensibilisé un certain nombre d'intellectuels africains de la diaspora pour aller enseigner dans les universités sud-africaines, etc. Maintenant, l'Afrique du Sud en est là où elle est parce qu'il y a un problème de leadership
Et si on ne dit pas les choses, on ne les nomme pas comme il faut, on sera toujours en train de broder autour des causes et conséquences périphériques. On reviendra sur cette actualité sud-africaine. Son nom avait fini par se confondre à celui de l'institution qu'il dirigeait depuis 1988. Après 29 ans passés à la tête de la CAF, Issa Hayatou cède son fauteuil à Ahmad Ahmad, le président de la Fédération malgache de football. Je vous propose le reportage de Philippe Randrianariman. Pour ce vote secret, les 54 délégués africains se succèdent devant l'urne. À 70 ans, le Camerounais Issa Hayatou brigue un 8e mandat à la tête de la Confédération africaine de football. Mais cette fois-ci, il a un rival quand le verdict tombe. Nous avons 34 voix pour M. Ahmad et 20 pour M. Hayatou. Triomphe d'Ahmad Ahmad, 57 ans, président de la modeste Fédération malgache de football. Son élection, c'est une révolution. Fin d'un règne de 29 ans pour le dernier survivant de l'ère Sepp Blatter, l'ex-patron de la FIFA, dont il a assuré un bref intérim après qu'il soit tombé dans les scandales de corruption. Hayatou chute à son tour à la régulière, face à un inconnu. Le malgache Ahmad prône la transparence dans la gestion et la fin de pratiques obsolètes. Il défend les petites fédérations, comme celle de Madagascar, malgré un bilan mitigé en 14 ans de pouvoir. Grâce au soutien de la FIFA, il a pu construire 3 stades avec surface synthétique, un centre de formation, tout cela sans la moindre subvention de la part de l'État. Donc sur ce plan-là, personne n'a fait mieux que Ahmad, mais ça s'est éclipsé par le manque de résultats sur le plan purement sportif. Qu'importe les échecs sportifs des Barréas malgaches, Ahmad a peut-être bénéficié du soutien du nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino, qui s'est rendu à Madagascar en février dernier. 2 fois ministre des Sports puis de la Pêche et aujourd'hui sénateur, Ahmad Ahmad devient le premier malgache à diriger une institution panafricaine. Jean-Baptiste Plaka, que retiendra-t-on des années Issa Hayatou à la tête de la CAF ? Vous savez, les partisans de Issa Hayatou et ceux qui surtout défendaient sa présidence à vie avaient tendance à dire qu'il a réussi à obtenir tant de places pour l'Afrique. En Coupe du Monde, c'est vrai. Non, mais est-ce que quelqu'un d'autre, avec les mêmes moyens, aurait fait moins ? C'est ça la question qu'on ne pose jamais. Je pense qu'on vient d'assister à un événement qui est rafraîchissant d'un point de vue politique, parce que c'est la politique, le football en Afrique. Ahmad parle d'ailleurs du succès de la démocratie. Et c'est important. Nous ne pouvons pas, comment dit-on, assommer les dirigeants politiques, leur reprocher de s'éterniser. Et au moment où, presque partout, on demande aux gens de se contenter de 2 mandats, M. Hayatou en fait 8. Et s'il avait gagné, il serait peut-être arrivé jusqu'à 12, on ne sait pas. Vincent Hegeux, exit Blatter, exit Platini, exit Hayatou, l'arrivée d'hommes nouveaux à la tête du football africain et mondial, va-t-elle mettre un terme à l'opacité dans la gestion des finances de ce sport roi ? On en rêverait. À un détail près, c'est que rien n'est chimiquement pur en ce bas monde et qu'un quotidien britannique avait récemment mis en cause l'élu, l'homme nouveau, Ahmad Ahmad, dans la corruption liée à l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ce qu'il nie d'ailleurs avec la dernière énergie. Il y a tant de choses à faire. Effectivement, le football, c'est la politique en short, la politique poursuivie par d'autres moyens. Il y a plein de choses à assainir, et notamment l'ingérence du politique dans le sportif. Tant que la composition d'une équipe, le choix du capitaine, celui à qui on décerne le brassard, le choix du sélectionneur se joue davantage dans le bureau du président que dans les instances sportives, vous avez là aussi une toxicité réciproque entre les 2 milieux. Donc il y a énormément à faire. Ce n'est pas qu'une question de nombre de pays africains, etc. Encore faut-il que ces pays africains aient atteint un stade de maturité qui fait que ce sont des rivaux crédibles, que les stades soient dignes de leur nom, etc. Donc, je veux dire, là aussi, il se trouve devant un fardeau assez considérable qui, en plus, lesté
par l'anachronisme qu'incarnait Hayatou. Il y aurait là une distorsion assez singulière à ce que vous ayez des mouvements politiques qui font que ceux qui s'accrochent au pouvoir, le mandat de plus, dont on sait qu'il est toujours le mandat de trop, soient poussés vers la sortie, et qu'on perpétue comme ça, par une forme de clientélisme, car c'était quand même l'essence même du mode de fonctionnement de Issa Hayatou, il y ait dans la sphère sportive une sorte d'impunité perpétuelle. C'était vrai à la CAF, mais c'était vrai aussi à la FIFA. Hein. Bien sûr. Jean-Baptiste C'est Placard. un homme de Blatter qui tombe. Ouais. Hein. Alors, pour la crédibilité de Hamad, l'histoire du Qatar Gate le concernant, en fait, c'est une histoire toute simple. Il a demandé, comme cela se fait entre fédérations, l'aide de la fédération qatari ou qatarienne, je ne sais pas, pour organiser des élections dans son pays. Et il n'a pas reçu cette aide parce que la FIFA la lui a donnée. Donc, cette histoire, ce dossier est clos. C'est le mot de la fin. Merci à Jean-Baptiste Placard, éditorialiste à RFI, à Sabine Sessou, journaliste indépendante, et à Vincent Jeu de l'Express. Vous pouvez revoir et réécouter cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.